Donc on voit maintenant les sorties de crise, puisque comme vous voyez, la crise de l'été 58 n'est pas simplement une crise régionale, mais une crise mondiale avec un risque majeur d'affrontement entre les deux blocs. Mais en réalité, aucun des deux blocs ne cherche à s'affronter. Et comme souvent dans les relations internationales, le danger vient de la méconnaissance des faits plutôt que de la connaissance des faits. En tout cas, la sortie de crise s'organise au mois d'août. Le samedi 13 août, Eisenhower s'exprime devant l'Assemblée générale des Nations unies pour proposer un vaste plan de développement économique du Proche-Orient. Ce plan serait directement géré par les États arabes, les États-Unis apportant seulement un important soutien matériel. En quelque sorte, le président prend au sérieux le nationalisme arabe et envisage une logique équivalente à celle du plan Marshall qui a été géré par les États européens en coopération avec les États-Unis. Ce que je rappelle a été l'un des premiers moteurs de la construction européenne, c'est le plan Marshall. Son idée est ainsi de constituer une agence arabe pour le développement équivalente à l'Organisation européenne de coopération économique, l'OECE, qui est l'actuelle OCDE. Et l'OECE avait été créé par le plan Marshall, justement pour encadrer le projet à la dimension européenne. Ça voudrait dire évidemment une dépolitisation de la région avec une forme d'hégémonie américaine, ce qui n'intéresse personne, plus le facteur israélien. En gros, on lui reproche de mettre la charrue économique avant les bœufs politiques. La question discutée aux Nations unies est de savoir si les forces anglo-américaines pourraient être remplacées par des forces de l'ONU. Le roi Hussein le refuse en ce qui concerne son royaume et les Libanais n'y sont pas favorables. L'émir Faisal, qui rencontre Nasser au Caire, se prononce avec lui contre le maintien des troupes étrangères dans l'Orient arabe. Le 20 août, les 10 membres de la Ligue des États arabes appartenant à l'ONU présentent à l'Assemblée générale un projet de résolution demandant de façon courtoise et sans calendrier précis le retrait des forces étrangères. Ils s'engagent mutuellement à ne pas s'ingérer dans les affaires des autres pays. On a ainsi une synthèse des deux positions antagonistes. Les intéressés donnent leur approbation. La résolution dite arabe est approuvée par 80 voix contre 0 le 21 août. Les Israéliens s'inquiètent du risque d'un acquiescement occidental à l'hégémonie nassérienne dans la région et protestent de ne pas être inclus dans la zone Moyen-Orient. La presse égyptienne salue la solidarité arabe retrouvée et les perspectives d'une collaboration internationale fructueuse. La radio jordanienne cesse ses émissions antinassériennes, mais les radios de la RAU continuent la propagande contre la monarchie hachémite. Au début d'octobre, le ministre des Affaires étrangères de la RAU justifiera devant l'Assemblée générale cette propagande radiophonique comme une manifestation de la liberté d'expression garantie par la Charte des Nations unies. Si ces émissions sont craintes et détestées, c'est parce qu'elles disent la vérité que les gens d'aujourd'hui comprennent aisément avec leurs esprits et ressentent profondément dans leur cœur. Ils ne pensent pas non, la même chose pour les émissions antinassériennes d'ailleurs. Sans aucun rapport, dans les mêmes jours, la France et l'Égypte concluent à Zurich un accord mettant fin à leur contentieux financier. Il n'y a pas de dommages de guerre, mais la France abandonne ses créances. Une indemnisation de 12 milliards de francs est prévue pour les entreprises nationalisées. Ce sont des anciens francs. Les biens français mis sous séquestre seront rendus à leurs propriétaires légitimes qui auront le loisir de choisir entre la reprise de leurs activités normales dans le pays et la liquidation de leurs avoirs, dont le produit pourra être rapatrié officiellement. Cet accord porte sur environ 750 entreprises, 15 sociétés de navigation, 200 immeubles, 2240 hectares d'une valeur de 50 millions de francs appartenant à des nationaux français.
Dans le domaine commercial, les accords de paiement et d'assurance crédit permettront aux importateurs de reprendre leurs achats massifs de coton égyptien. À l'époque, le textile français tourne largement sur du coton égyptien, en particulier le groupe Boussac, la toile d'avion. Il faudra en fait plusieurs années pour régler l'ensemble de ces contentieux. Dans ce contexte, la France a envoyé à la Grande-Bretagne et aux États-Unis le mémorandum dit du 17 septembre, il a été envoyé le 24, proposant une gestion informelle par les trois puissances de la politique de l'Alliance atlantique. La priorité est le Maghreb, puisqu'il faut rappeler que l'Algérie est alors composée de départements français et donc fait partie du territoire couvert par l'OTAN. Le gouvernement du général de Gaulle, avec Couve-de-Murville aux affaires étrangères, marque aussi un retour du Quai d'Orsay dans la définition de la politique régionale, pour ainsi dire capturée par les militaires britanniques, par les militaires français depuis 1955. Je disais que le Quai d'Orsay était en train de reprendre le contrôle de la définition de la politique moyen-orientale de la France qui avait été abandonnée à partir de Guy Mollet aux militaires. Et ça, c'est un événement important, et le fait que Couve-de-Murville soit un bon connaisseur de la région, puisqu'il a été 3 ans ambassadeur au Caire, joue aussi. Et il faut rappeler que De Gaulle a toujours eu une dilection particulière pour le Levant. Si vous prenez les mémoires de guerre, je crois que 15% des mémoires de guerre sont consacrées au Levant. Ce qui est quand même disproportionné relativement au jet. Et puis De Gaulle s'était rendu aussi plusieurs fois au Levant. Donc ça explique qu'ils aient un intérêt particulier pour cette région du monde, même si, évidemment, en 1958, il n'y a que 2 postes diplomatiques français dans la région, Beyrouth et Jérusalem, le consulat général de Jérusalem. Alors, au début de septembre, la détente arabe semble à peu près se confirmer et la tension internationale est plutôt concentrée sur les bombardements de la Chine populaire, sur les îles tenues par les nationalistes de Quemoy et Matsu. Donc tous les jours, ils se bombardent et puis ensuite, ils vont fixer des horaires de bombardement pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir circuler à peu près. Mais on a de nouveau un risque de guerre, mais cette fois à cause de la Chine populaire. Donc, évidemment, la RAE soutient la Chine populaire, ce qui agace les Américains. Le Maroc et la Tunisie entrent à la Ligue des États arabes à ce moment-là, ce qui renforce sa dimension géographique. Il ne manque plus que l'Algérie et les protectorats britanniques du Golfe. Cela ne veut pas dire que les relations arabes soient iréniques. Dans les semaines qui suivent, Bourguiba et Nasser échangent des invectives, le premier accusant l'autre de vouloir fomenter des coups d'État contre ce régime, le second l'accusant d'être trop près de l'Occident et d'être contre l'indépendance totale de l'Algérie. Il y a quand même une assez mauvaise foi de la part de Nasser, parce que l'implication de la Tunisie dans la guerre d'Algérie est bien plus forte que celle de la RAU, de FLN, et sur le territoire algérien. Et d'ailleurs, il arrivera le moment où la direction des FLN quittera le Caire pour s'installer à Tunis, pour pouvoir avoir plus de liberté par rapport à Nasser. Dans un discours le 3 septembre, Nasser célèbre l'unité arabe et s'en prend à l'impérialisme mondial et au sionisme qui veulent toujours liquider le nationalisme arabe, toujours le même refrain, donc le Nil et l'Euphrate, le combat anti-impérialiste de l'Algérie à l'Oman. Il semble avoir été motivé par le bruit que la Grande-Bretagne et les États-Unis s'apprêtaient à livrer des armes à Israël. Cette radicalisation aurait pour but de les en dissuader. Les 2 puissances anglo-saxonnes demandent ces informations.
Les jours suivants, Nasser continue ses accusations. Israël peut attaquer à n'importe quel moment ses voisins arabes et les Occidentaux lui fournissent les armes nécessaires. Celui qui joue un grand rôle dans la pacification est le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui fait une grande tournée régionale et qui n'hésite pas à s'exprimer franchement devant ses interlocuteurs. Il envisage de faire remplacer les troupes anglo-américaines par des casques bleus qui résideraient de façon permanente au Liban et en Jordanie. Mais les gouvernements de ces deux pays n'en veulent pas. Il évoque aussi l'Agence pour le développement suggérée par Eisenhower, mais ne reçoit que des réponses polies. Néanmoins, sa médiation joue un rôle utile dans l'apaisement des tensions. Le 23 septembre, Fouad Chehab prend ses fonctions de président et charge Rachid Karameh, le leader de l'insurrection de Tripoli, de former le nouveau gouvernement qui ne comprend pas d'anciens partisans de Chamoun. Mais il doit faire face immédiatement à une nouvelle insurrection, cette fois menée par les phalanges de Pierre Gemayel. Le nouveau président y voit une manœuvre montée par Chamoun pour saboter le début du mandat, mais il n'est qu'en apparaissant être trop proche des anciens insurgés, Chehab est en train de s'aliéner une grande partie des milieux chrétiens. Lancer une opération militaire de grande envergure contre l'insurrection chrétienne n'est pas possible, surtout après le refus d'avoir mené la guerre contre les insurgés musulmans. Comme il se doit, les puissances étrangères multiplient les médiations entre les différents partis libanais. La plus active est celle de l'ambassadeur américain. Chehab envisage un gouvernement de techniciens et de militaires qui prendrait en charge les affaires courantes dans l'attente d'un règlement définitif. Il demande aux Américains de raisonner Chamoun, qu'il considère comme le principal de la nouvelle crise. Pierre Gemayel, qui se montre plus ouvert, veut un gouvernement équilibré sur la base de non-vainqueurs, non-vaincus, l'un Alib, l'un Marloub. Cette solution l'emporte avec la constitution d'un gouvernement restreint de 4 membres, dit de salut public, présidé par Rachid Karameh, qui est aussi ministre de la Défense, Pierre Gemayel aux Finances, Raymond Aidé à l'Intérieur et aux Affaires sociales et au PTT, Benjamin El-Oubeini aux Affaires étrangères et au Plan, c'est-à-dire 2 chefs de mouvement armé et 2 modérés qui ont toujours éprouvé la violence. Donc là, c'est Pierre Gemayel. Alors, je pense que lui, c'est Raymond Aidé. Bon, là, c'est le Haj machin. Puis Karameh. Alors, ce gouvernement est très bien accueilli et investi à l'unanimité par les députés. Seul Kamal Jumblat, dont la communauté n'est pas représentée au gouvernement, exprime son mécontentement. Le retrait américain qui avait déjà commencé peut s'achever le 25 octobre. Il ne reste plus que les observateurs de l'ONU dont la mission se termine le 9 décembre. Des négociations sont entreprises pour obtenir le désarmement des factions miliciennes ou claniques, mais cela reste assez superficiel. C'est-à-dire désarmer les Libanais, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Dans ce contexte, les documents trouvés en Irak, en particulier ceux concernant la crise syrienne en 1957, servent à une campagne de presse de la RAU contre la politique américaine, évidemment, on a tous les plans d'intervention en Syrie en 1957 sont publiés par le nouveau pouvoir à Bagdad. Tout se passe comme si Nasser ne croyait pas aux assurances données publiquement sur un prochain retrait des troupes américaines et britanniques. Ces accusations alimentent des radios noirs émettant à partir de la RAU et prétendant être libanaises, jordaniennes ou africaines. La thématique est que les Américains s'ingèrent trop dans les affaires libanaises, que les Occidentaux arment Israël contre la RAU, que le roi Hussein va livrer la Cisjordanie à Israël avant le départ des Britanniques. À dire vrai, les radios anti-nassériennes continuent à émettre à partir de la France et de la Grande-Bretagne. Voilà.
La française va émettre jusqu'en 62. Et ce sera d'émettre dans des circonstances troubles que j'expliquerai probablement dans un cours l'année prochaine. Ça intéresse l'histoire du Collège de France. Suspense. Plus ou moins synchronisé avec le retrait américain, celui des Britanniques de Jordanie commence le 20 octobre. L'évacuation se fait par voie aérienne à destination de Chypre. Un accord a été obtenu par le biais d'Hammarskjöld pour disposer de corridors aériens au-dessus de la province nord de la RAU, c'est-à-dire de l'Égypte, non, de la Syrie. Une fois les Britanniques partis, les frontières avec la Syrie sont rouvertes. La rupture entre la Tunisie et la RAU s'est accompagnée d'invectives véhémentes entre les deux pays, comme le montre cette déclaration de Radio Le Caire le 20 octobre 1958. M. Bourguiba ne croit pas au nationalisme arabe. Son appui à l'Occident est sans réserve et il est prêt à sacrifier tout pays arabe qui serait un obstacle aux intérêts de l'Occident. Non seulement le président tunisien ne demande aucun compte à l'Occident pour ses agissements agressifs en Jordanie, au Liban et dans d'autres parties du territoire arabe, mais il participe à l'élaboration de ses projets en essayant de séparer l'Orient arabe du Maghreb. Cela s'accompagne d'une campagne de presse en RAU contre les Occidentaux. L'attitude de Bourguiba s'explique par le soutien économique accordé par les États-Unis. Il faut ajouter l'aide financière considérable accordée à Israël. Les Britanniques jouent un rôle croissant au Soudan et la Turquie renforce son ancrage dans le bloc occidental. L'impérialisme met en place un réseau de stations radio hostiles à l'RAU et l'Afrique. Vous voyez, tout le temps, se renvoie aux radios noires, qui est une véritable obsession du régime nassérien. La tension avec le Soudan est entretenue par la question de la répartition des eaux du Nil et de la construction à venir du haut barrage dont le lac de retenue s'étendra jusqu'au territoire soudanais. Le retrait de fait de l'Irak du pacte de Bagdad libère les membres musulmans de l'obligation de prendre un ton hostile envers Israël. C'est dans cette période que Ben Gourion s'est lancé dans la stratégie dite périphérique, destinée à contenir l'hégémonie de Nasser dans le monde arabe. Des contacts secrets sont pris entre Israël, la Turquie, l'Iran et l'Éthiopie. À dire vrai, l'Iran livre déjà du pétrole à Israël par le biais du port d'Eilat et remplace ainsi l'Union soviétique comme fournisseur de l'État d'Israël. Et la Turquie a, depuis l'annexion du Sanjak d'Alexandrette, de mauvais rapports avec la Syrie. Le rapprochement de cette dernière avec l'Union soviétique était considéré comme une prise de revers sur le flanc sud. La révolution irakienne affranchit la Turquie et l'Iran de la nécessité de soutenir l'allié irakien dans le dossier israélien. La décolonisation en cours de l'Afrique noire ouvre un nouvel espace de compétition. La RAE utilise à son habitude l'arme du discours anti-impérialiste, tandis qu'Israël se prépare à proposer une aide technique dans les domaines où son expertise est reconnue, l'agriculture et l'irrigation. Israël voudrait faire entrer la France dans cette stratégie d'encerclement, mais De Gaulle considère que les Arabes, même réellement unis, n'ont pas les moyens de lancer une agression contre Israël. La Ve République en gestation tient à ce que l'État d'Israël demeure là où il est et désire maintenir avec lui de très bons rapports d'amitié. Tactiquement, il faut éviter tout ce qui pourrait compliquer une situation déjà délicate. Mais du côté israélien, les bonnes nouvelles viennent de Londres, puisque la Grande-Bretagne accepte de livrer du matériel militaire à Israël. Le départ des troupes britanniques de Jordanie a relancé le débat sur la survie de la monarchie hachémite. Certains à Washington envisagent un partage où la Transjordanie passerait à l'Irak, ou la Syrie ou l'Arabie saoudite, tandis que la Cisjordanie deviendrait un État palestinien en union économique avec Israël. Des déclarations très ambiguës de Ben Gourion, du style « Israël n'a pas à dévoiler ses intentions sur la Cisjordanie », alimentent une alerte autour du 1er novembre.
Pour les responsables de la République arabe unie, Israël serait sur le point de s'emparer de cette région, ce qui conduirait à une guerre généralisée. Il faut y voir dans la perception du Caire des informations qui ont filtré sur les ventes d'armes et les discussions sur une éventuelle prise de contrôle de la Cisjordanie avec des responsables politiques européens qui sont d'ailleurs montrés hostiles à cette idée. Après le départ du dernier soldat britannique de Jordanie, le 29 octobre 1958, la République arabe unie annonce la reprise des communications normales entre les deux pays. Le 10 novembre, le roi Hussein s'envole pour l'Europe, ce qui implique de passer au-dessus du territoire syrien. Les autorisations de survol ont été accordées. L'avion que pilote le roi avec un copilote est sommé d'atterrir à Damas. Il refuse et fait demi-tour alors que deux MiG-21 s'approchent. Le copilote réussit des manœuvres de diversion et à revenir à Amman. Le roi accuse la République arabe unie d'avoir cherché à l'assassiner et organise de grandes manifestations d'indignation sur les deux rives du Jourdain. Elles semblent avoir été pour une bonne part spontanées. Tout le monde célèbre le courage du jeune roi. Le Caire affirme que l'avion jordanien ne disposait pas d'autorisation de survol et qu'il n'a jamais été question de l'abattre, ce qui aurait été facile. Au bout de quelques jours, les deux parties conviennent que l'incident est clos. Mais ça fait partie de tout le légendaire qui entoure le roi Hussein. Il a pris son avion, il pilotait son avion, il a échappé au danger mortel qui le visait. D'après les mémoires de Kissinger, Hussein était assez casse-cou dans le pilotage d'avions ou d'hélicoptères. Le secrétaire d'État américain avait eu très peur une fois que Hussein, le pilotant dans l'hélicoptère, disait « j'étais prêt à tout lui céder ». La logique de l'interaction se poursuit. Les Israéliens plaident partout dans le monde que Nasser est une créature entre les mains de Khrouchtchev qui recherche la domination mondiale. Un bon nationaliste ne s'occuperait que de développement économique. La réponse du Caire est d'accuser l'État hébreu d'être la seule des impérialistes qui arment les Juifs pour liquider le nationalisme arabe et l'intéressé et Nasser y voit la confirmation de ses inquiétudes. Chaque parti ne voit pas dans les propos de l'autre, la réponse au sien. L'autre interaction est entre l'économique et le politique extérieur. Le 23 octobre, à l'occasion d'une nouvelle visite du maréchal Hammer à Moscou, l'Union soviétique donne son accord de principe pour sa participation au financement du haut barrage et aux travaux d'ingénierie. Cette annonce est un grand succès de propagande face à l'inertie occidentale. Les nationalistes arabes insistent sur l'aspect inconditionnel de l'offre soviétique. Le remboursement ne commencerait qu'après l'achèvement des travaux. Mais les premières difficultés viennent de la province syrienne. Nasser avait suffisamment joué les années précédentes sur la classe politique syrienne pour ne pas avoir à lui faire confiance. La constitution d'un RAU donne au président le pouvoir de nommer et de renvoyer les ministres. De fait, les Syriens sont nommés à des positions ministérielles largement vides de compétences réelles, à l'exception de Sarraj, qui devient ministre de l'Intérieur de la province Nord. Ce système autoritaire contraste avec le pluralisme brouillon qui était en règle en Syrie depuis l'indépendance, voire avant. Cependant, pendant les premiers mois, les bassistes exercent de fonctions importantes dans l'administration syrienne au détriment des anciennes élites. Ils ont cherché à précipiter l'adhésion de l'Irak à la RAU. Ils y voyaient le moyen d'équilibrer le rapport avec l'Égypte, parce que si l'Irak entrait dans la RAU, l'Égypte pèserait un poids moins important dans l'ensemble. Mais Nasser n'est pas vraiment enthousiaste devant une telle perspective. Il connaît mal les nouveaux maîtres de Bagdad. Il serait plus intéressé à une unité d'action entre les deux pays, c'est-à-dire la subordination de l'Irak à la République arabe unie. Quant à Qassim, sa culture politique l'oriente vers un socialisme comprenant d'importantes réformes sociales. Il n'a pas de penchant communiste. Il est dans la ligne d'un nationalisme plus proprement irakien qu'arabe.
Du point de vue confessionnel, son père était sunnite et sa mère chiite d'origine kurde. Et ce clivage semble avoir peu joué dans les premières années de la Révolution. Plus précisément, le Parti communiste recrute massivement dans la population chiite au grand effroi des religieux des villes saintes. Cela permet de mieux comprendre son hostilité au nationalisme arabe unitaire. C'est à l'époque où on dit que chiites et communistes, c'est la même chose. Shia, Shuriya, en Irak. Donc, on fait équivalence chiite et... Alors, ça aura des grandes conséquences pour l'avenir parce que les religieux chiites et sunnites tentent de combattre le communiste en le traitant de l'ennemi de l'islam. C'est pourquoi les progressistes auront tendance à ne pas prendre des tons trop laïques. Ils s'en prennent à ceux qui utilisent le manteau de la religion pour combattre la République, mais ils tentent de se montrer respectueux de la religion. Alors, plus habilement, certains religieux cherchent à montrer la compatibilité entre l'islam et le socialisme. C'est ce qu'on appelle le socialisme arabe, enfin le socialisme islamique, dont on avait déjà trouvé une première rédaction chez les frères musulmans syriens des débuts des années 50. Alors, à plus long terme, dans les grandes villes saintes chiites d'Irak, à Panki, Najaf et Kerbela, un certain nombre de religieux vont travailler à dresser une sorte de contre-programme contre le communisme et le nationalisme arabe qui aboutira à un véritable programme de gouvernement et d'organisation d'État chiite dont Khomeini sera l'héritier. Khomeini étant à partir du milieu des années 60 en Irak. C'est la réaction, l'idée d'une république islamique avec toute la doctrine sociale et politique n'est pas tant une réaction par rapport à la menace occidentale, c'est une réaction par rapport à la menace communiste. C'est un point qu'on ignore en général. Les premiers mois du régime révolutionnaire irakien sont marqués par les activités du tribunal du peuple qui juge d'abord les responsables de l'ancien régime. C'est un véritable spectacle en soi du fait de la verve du procureur. Les procès sont souvent radiodiffusés et ont un grand succès d'audience. De nombreuses condamnations à mort sont prononcées, mais assez souvent un rif gracie des condamnés. Ce sera le cas en particulier de Fadel el-Jamali, qui avait été Premier ministre de l'Irak et très défenseur, qui était chiite, Premier ministre de l'Irak et aussi ministre des Affaires étrangères. Et Fadel el-Jamali avait joué un grand rôle dans le soutien de l'indépendance des pays des Maghreb, en particulier la Tunisie. Et Bourguiba demandera et obtiendra d'Arif qu'il ne soit d'abord pas exécuté. Et puis ensuite, Fadel el-Jamali sera exilé en Tunisie et deviendra professeur à l'université de Tunis. Et il vivra jusqu'à sa mort à la fin des années 90, si mes souvenirs sont bons. Et cet ancien pro-occidental sera aussi un doctrinaire dans les dernières années de sa vie, plutôt d'une forme d'islamisme, pas de retour à la religion très accentué. On l'avait fait venir à Paris en 1990, au moment de la crise du Golfe. C'est pour ça que j'ai le souvenir de l'avoir vu. Et c'était un vieillard, mais il nous avait affirmé que Koweït faisait partie du territoire irakien. Donc, c'était... on voit que ça dépassait largement Saddam Hussein. Comme dans toutes les révolutions qui se respectent, la révolution irakienne commence à dévorer ses enfants. Sinon, ce ne serait pas une vraie révolution. Donc là, vous avez Arif et Kassim, vous avez reconnu aux oreilles
Kassim. Kassim prône le non-engagement, mais aussi la lutte anti-impérialiste, sans y voir apparemment de contradiction. La lutte pour le pouvoir a commencé dès les premiers jours de la Révolution. Certains officiers libres ne supportent pas la domination combinée de Kassim et d'Arif, mais très rapidement, les deux hommes se sont opposés sur divers dossiers, dont évidemment celui crucial des nominations au poste clé de l'État. Puis Arif s'est fait le champion d'une fusion rapide avec la République arabe unie et est apparu comme l'homme de Nasser. C'est d'abord pour lui le moyen de combattre Kassim et de rallier à lui la majorité des officiers libres. Kassim joue la carte de l'Irak d'abord et obtient le soutien des communistes contre les nationalistes arabes unitaires. En bon lecteur des écrits canoniques, les communistes analysent le pouvoir de Kassim comme bourgeois, mais progressiste. C'est un Kerensky, mais qui partage des ennemis communs avec le parti. Au mois de septembre, Kassim a démis Arif de ses fonctions de vice-président du Conseil pour le nommer à la fonction très secondaire d'ambassadeur en République fédérale d'Allemagne. L'intéressé refuse d'abord de se rendre dans ses nouvelles fonctions, puis part pour l'Allemagne fédérale où il ne reste pas longtemps. Il rentre en Irak et après des rumeurs de tentatives de coup d'État militaire, il est arrêté le 5 novembre. Accusé d'avoir voulu faire assassiner Kassim et renverser le régime, il est condamné à mort, puis voit sa peine commuée en détention à vie. Et puis 2 ans après, Kassim le mettra simplement en résidence surveillée. Ce qui montre que Kassim n'est pas si sanguinaire que ça. Au mois de décembre, un autre complot est déjoué. Il a été monté par Rachid Ali al-Kailani, l'auteur du coup d'État de 1941, rentré d'exil d'Égypte après la Révolution. Il a cherché à s'assurer le soutien militaire et à préparer un soulèvement tribal. Ces méthodes rappellent les années 30 et sont largement anachroniques. La police a facilement infiltré le mouvement qui n'avait pas de véritable base. Il semble que la République arabe unie ait donné un soutien financier à cette tentative. Les sources anglo-saxonnes évoquent un complot contre Kassim à l'instigation de Nasser. Les Britanniques en auraient informé l'intéressé, contrairement aux Américains qui n'ont pas bougé. On n'a pas d'autres précisions sur ce sujet, mais il est à noter qu'un éditorial de Haikal le 31 janvier 1959 accuse directement l'ambassade britannique d'avoir répandu la rumeur d'une telle entreprise. Les communistes organisent des manifestations de masse célébrant Kassim et s'en prenant aux conspirateurs. Ils célèbrent aussi l'unité entre Arabes et Kurdes. Comme ailleurs dans le monde, ils amplifient leur propagande par le biais d'organisations satellites, dont la plus importante sont les Partisans de la paix et Ansar al-Salam et la Ligue des droits de la femme. Après l'arrestation d'Arif, le parti a constitué une milice populaire, le Front de la résistance populaire, destiné à défendre le régime contre les traîtres. Cette milice devient une police parallèle, procédant à des arrestations sans mandat et harcelant les milieux nationalistes unitaires. Elle est présente dans les grandes agglomérations du pays. Habilement, Kassim travaille à la subordonner aux forces armées en lui fournissant un entraînement militaire. Plusieurs officiers libres étaient d'origine kurde. Les Kurdes irakiens qui ont pu reprendre une activité politique à la suite de la Révolution soutiennent aussi le refus du nationalisme arabe unitaire. C'est le cas de Mustafa Mollah Barzani, revenu de son exil soviétique. Vous vous rappelez, il avait d'abord révolté contre l'Irak hachémite et puis en 1945, il avait participé à la République de Mahabad en Iran, sous protection de l'Armée rouge. Et quand l'Armée rouge s'était retirée, il avait suivi l'Armée rouge en Union soviétique. Et la photo que vous l'avez ici le voit en officier de l'armée de la République de Mahabad
en 1946. Et cette photo est probablement à l'origine du mythe que Mustapha Mollah Barzani aurait été général dans l'armée rouge. Parce que c'est un uniforme qui ressemble à ceux de l'armée rouge. Donc dans certains livres, vous trouvez encore l'idée que Barzani avait été officier de l'armée rouge, ce qui ne semble pas avoir été le cas. Les exilés kurdes reviennent en Irak venant de l'Union soviétique en avril 1959. Alors du coup, on voit une nouvelle infiltration soviétique et communiste puisque ce sont quelques centaines d'exilés qui rentrent d'Union soviétique. Néanmoins, Kassim s'inquiète du risque de voir les Kurdes être manipulés contre son régime par les Iraniens en liaison avec les Américains. Plus fondamentalement pour lui, il existe un peuple irakien dont les Kurdes sont une composante. Il n'est pas question de leur reconnaître une existence distincte. Barzani réorganise le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, qui existe toujours, comme vous le savez, qui devient la force politique dominante dans le Kurdistan. L'orientation du PDK est alors de gauche socialiste, héritage de l'exil de ses cadres dans le bloc soviétique. Le mouvement kurde s'allie d'ailleurs avec le Parti communiste. En 1957, la section kurde du Parti communiste d'Irak avait d'ailleurs fusionné avec le PDK, au grand mécontentement de la direction du parti. L'option socialiste en Irak est renforcée par la promulgation d'une réforme agraire qui a autant pour but de mettre fin au poids politique des grandes propriétés que de satisfaire la demande des paysans. Il est vrai que dans certaines régions, les paysans se sont déjà emparés des terres et de leurs exploitations. Des accords économiques sont signés avec les partis socialistes, pays socialistes, et une aide matérielle est attribuée aux FLN algériens. Donc là aussi, on voit surenchère entre les uns et les autres dans l'aide au FLN. Et là, il y a continuité, parce que déjà, Nouri Sarid fournissait de l'aide au FLN. À l'automne, la désillusion est déjà particulièrement... Grâce à leur poids croissant en Irak, les communistes redeviennent des compétiteurs dangereux pour Nasser, particulièrement en Syrie. Ils approuvent sa politique extérieure et condamnent sa politique intérieure. Ils vont même à se poser en défenseurs des libertés et revendiquent une union fédérale qui respecterait la personnalité syrienne. À l'automne, la désillusion est déjà particulièrement forte. On s'attendait à un grand plan de développement financé par l'Union soviétique, mais on ne voit rien venir. La bourgeoisie syrienne pensait que l'important marché égyptien lui serait ouvert. Il ne l'a pas été. La guerre civile libanaise a réduit de moitié le commerce entre la Syrie et le Liban et a provoqué une forte hausse des prix des produits importés, en particulier des hydrocarbures. De plus, beaucoup de travailleurs syriens au Liban ont dû revenir dans leur pays. Une sécheresse frappe durement l'agriculture syrienne qui se trouve dans l'incapacité d'exporter des céréales, première exportation du pays. Pour compenser les pertes fiscales, les autorités de la RAU ont relevé les droits de douane sur les produits de luxe et de semi-luxe, ce qui correspond à une diminution du train de vie de la bourgeoisie moyenne syrienne. La réforme agraire est promulguée à la fin de septembre 1958. Elle limite la propriété individuelle à 80 hectares de terres irriguées ou 300 hectares de terres non irriguées. Le reste doit être exproprié. Bien entendu, les grands propriétaires ont pris le devant en divisant leurs biens entre les membres de leur famille. Un système de coopérative agricole doit être établi. La loi est en fait un calque, on dirait aujourd'hui un coupé-collé, de la réforme égyptienne de 1952 et ne prend pas en compte la variété des terroirs syriens, allant de la culture intensive en oasis à l'agriculture en zone aride. Le résultat est de provoquer une forte opposition des propriétaires qui limitent leurs investissements, d'où une baisse supplémentaire de la production agricole.
La dynamique de croissance entamée durant la Seconde Guerre mondiale se trouve brusquement stoppée. L'application brutale des normes égyptiennes donne le sentiment que les réalités syriennes ne sont pas prises en compte. La centralisation croissante des décisions économiques accroît les malaises. C'est le message qui est transmis au Caire. Les mesures de socialisation entraînent une fuite des capitaux au profit des banques libanaises, réalité qui se poursuivra jusqu'à aujourd'hui. C'est à partir de 1958-1959 que les Syriens mettent systématiquement leur économie dans les banques libanaises. Il suffisait de prendre la route Beyrouth-Damas. Une fois qu'on avait descendu la montagne, le Beïdar, on avait une rue de banque libanaise dans la Beka, parce que c'est là où les Syriens avaient leurs économies. C'est un excellent souvenir, ça. Maintenant, il n'y a plus d'économie et bientôt, il n'y aura plus de banque, mais ça, c'est autre chose. Donc, la monnaie syrienne perd une bonne partie de sa valeur. À dire vrai, les responsables égyptiens voient dans l'agriculture et la production d'hydrocarbures l'avenir économique de la Syrie qui doit être complémentaire mais non concurrente d'une Égypte vouée à l'industrialisation. Donc, ce n'est pas exactement ce que pensent ou souhaitent les élites syriennes. En quelque sorte, le mécontentement est fort tout aussi bien dans les classes aisées que dans les classes populaires, tandis que le bas se trouve marginalisé dans le fonctionnement des institutions. Les Syriens ont ainsi le sentiment d'être dépossédés aussi bien matériellement que politiquement. Nasser, pourtant, dans ce moment, maintient la fiction de bonnes relations avec l'Irak de Qassim. Le 9 décembre, un complot destiné à renverser le régime irakien est encore une fois déjoué. Comme il se doit, on accuse les États-Unis et l'impérialisme. Néanmoins, l'épuration qui suit frappe les bassistes et les pro-égyptiens en Irak. La presse égyptienne accuse le Parti communiste de se livrer à des attaques contre l'Union des Arabes. Nasser lui-même s'en prend violemment aux communistes dans son discours devenu annuel de Port Saïd le 23 décembre. La presse soviétique passe sous silence ce discours à la tonalité franchement anticommuniste. Pour l'instant, on se félicite de l'accord égypto-soviétique sur le financement du haut barrage. Cela n'interdit pas à Nasser de demander à ses interlocuteurs américains des conseils sur la façon de traiter les communistes. Sa politique a toujours été de refuser les zones d'influence et ça concerne aussi bien les soviétiques que les occidentaux. Nasser va plus loin en demandant aux Américains de pouvoir bénéficier du programme Food for Peace, appelé techniquement le PL 480 dans les sources américaines. C'est un programme créé par Eisenhower en 1954. Il s'agit de livraison de surplus agricoles américains à titre d'aide pour les pays pauvres. C'est remboursé en monnaie locale non convertible, ce qui est presque équivalent donc à un don. La mauvaise récolte syrienne a poussé Nasser à une telle demande, d'autant plus qu'il ne peut pas compter sur une aide du bloc soviétique dans le domaine agricole. Vu les performances soviétiques en agriculture, c'était en effet impossible. La réponse de l'administration Eisenhower est rapide et les livraisons de céréales américaines débuteront en 1959. Elles couvriront 24% des importations égyptiennes dans ce domaine. En 1960, elles se monteront à 66%, permettant de consacrer les réserves en devises du pays à l'industrialisation. Autrement dit, les États-Unis fournissent les denrées alimentaires à l'Égypte et donc l'Égypte, grâce à l'aide américaine, peut s'industrialiser. Parce qu'on est dans un problème d'industrialisation par substitution des importations. Donc le principe est simple, vous le savez, ça consiste
à remplacer les produits importés par des produits fabriqués localement. Mais la conséquence logique du processus d'industrialisation par substitution des importations, c'est que les produits que l'on fabrique sont généralement de qualité inférieure et coûtent plus cher que les prix au marché mondiaux. Donc on ne peut pas exporter. Or, pour faire tourner une industrialisation, il faut des biens intermédiaires, des machines, outils, etc. Comme on n'exporte pas, on n'a pas les devises nécessaires pour acheter des biens intermédiaires. Et donc l'aide américaine permet de dégager les ressources en devises qui permettent à l'Égypte de se fournir en biens intermédiaires pour son industrialisation. Donc, Nasser a réussi un magnifique neutralisme positif, puisqu'en gros, l'Union soviétique lui livre des usines et que les États-Unis lui livrent des céréales. Dans la foulée, l'Égypte améliore ses relations économiques avec la France et la Grande-Bretagne et cherche à renforcer ses liens avec les deux Allemagnes. Mais on a tout ça dans l'affrontement avec Cassim. Au début de janvier 1959, une forte répression frappe les militants communistes en Égypte et en Syrie. Dans ce dernier pays, ils sont accusés de séparatisme. Il est vrai que le Parti communiste syrien refuse de parler d'unité arabe et appelle à un renforcement d'amitié avec l'Union soviétique, la Chine populaire et les pays socialistes, c'est-à-dire abandonner le neutralisme positif. À ce moment, Eikal théorise dans une série d'articles la position de la RAU dans la guerre froide. Cette dernière interdit l'affrontement direct des deux blocs puisque cela signifierait la destruction de tous. Elle est donc un combat indirect dans le reste du monde sans guerre chaude. C'est d'ailleurs la théorie qu'utilisent aujourd'hui un certain nombre d'historiens qui appellent la guerre froide le Global Cold War, la guerre froide mondiale, avec l'idée qu'en Europe, le rideau de fer, la constitution du pacte, de l'OTAN et du pacte de Varsovie, l'armement nucléaire avait gelé les positions. Et donc la guerre froide s'est transférée au reste du monde, c'est-à-dire le tiers-monde comme enjeu. Et c'est donc cette Global Cold War qui a façonné le reste du monde durant les décennies de la guerre froide. Alors pour Eikal, les petits pays ont pour mission d'assurer la paix mondiale. Le peuple hongrois a payé le prix des appels à la révolte venus des États-Unis et de la répression soviétique. On sent que les relations commencent à se détériorer avec Moscou parce que quand les Égyptiens parlent de la Hongrie, c'est nouveau. Pour échapper à la guerre froide, il faut renforcer l'indépendance intérieure et extérieure. C'est l'esprit de Bandung, celui de la liberté économique et sociale. Le nationalisme contre la démocratie capitaliste, qu'elle soutient de l'impérialisme, et la démocratie communiste, qui elle soutient de l'extérieur. Le nationalisme contre la réaction et contre le communisme. Donc maintenant, le nouveau champ de bataille entre le nationalisme et le communisme, c'est l'Irak. Au 21e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, Khrouchtchev affirme que les relations avec les pays arabes sont excellentes, mais fait la distinction entre son comportement de communiste et celui de chef de gouvernement. Le communiste ne peut que déplorer l'attitude de certains chefs de la RAU qui ont adopté des modes d'ordre communistes et cherchent à s'aligner sur le camp des impérialistes. Eikal est chargé de la réponse. Il rappelle que le différend idéologique entre les deux pays n'a jamais été étouffé. L'esprit de Bandung est que chaque pays est libre de choisir la politique qui lui convient et que les ingérences extérieures ne sont pas acceptables. Le communisme a des résultats extérieurs, des résultats intérieurs qui sont bons, mais ça ne concerne pas la République arabe unie. Et il va même dire que les instruments de Satan sont le communisme et l'impérialisme.
Les articles suivants de Haikal en février s'en prennent à la collusion entre l'impérialisme et le colonisme en Irak contre le nationalisme arabe. Qassim est mu uniquement par son intérêt personnel et voit dans l'arabisme son ennemi principal. La preuve est que l'Irak fait toujours partie du pacte de Bagdad. Du coup, l'Irak s'en sortira de façon anticipée le 24 mars 1959, mais de toute façon, il n'y participe plus de façon effective. Et un peu plus tard, le 24 juin 1959, l'Irak se retirera de la zone Sterling. Lors du premier anniversaire de la création de la RAU, le 21 février 1959, Nasser marque toujours sa distance avec le communisme et remercie l'Union soviétique et son aide économique. Il s'en tient à une politique officielle de coopération avec l'Irak. Signe d'indépendance, il reçoit Tito en Syrie, alors que les relations soviéto-yougoslaves ne sont pas bonnes. En même temps, la presse de la RAU lance une campagne de presse contre le nouveau complot sioniste impérialiste constitué par l'arrivée massive en Israël de Juifs d'Europe orientale, c'est-à-dire venant du bloc de l'Est. Il s'agit toujours de la Pologne et de la Roumanie, mais l'Union soviétique elle-même est concernée. Et on avait vu que Ben Gurion avait demandé l'aide des États-Unis pour recevoir cette aide. Alors ça va pour accueillir ces réfugiés, ce qui va d'ailleurs provoquer une crise intérieure importante en Israël, parce que les nouveaux immigrants venus du système du bloc soviétique vont recevoir des aides financières considérables, ce qui va provoquer des émeutes dans les quartiers séfarades de Haïfa, parce qu'il dit, nous les juifs d'origine des pays arabes, on nous laisse dans la misère et tout l'argent va aux Ashkénazes qui arrivent du bloc de l'Est. Et c'est là où le clivage ashkénaze-séfarade va prendre une diminution politique forte en Israël. Ça fera la naissance d'un mouvement activiste de gauche séfarade. À l'époque, on appellera les Panthères Noires, un peu à l'imitation des Panthères Noires, des Black Panthers aux États-Unis. Alors, en Syrie, on a un régime autoritaire et policier mené par Sarraj, et à chaque protestation, on resserre toujours les contrôles et la centralisation. Mais il faut dire que la peur du communisme amène la bourgeoisie syrienne à plutôt appuyer le régime de Nasser. La guerre des radios clandestines se poursuit. Certains appellent à une union entre la Syrie et l'Irak, qui ont 800 km de frontières communes. De plus, l'Irak bénéficie d'abondantes ressources pétrolières et donc potentiellement plus riche que l'Égypte. En Syrie, le slogan du pouvoir ne devient pas d'autre chef que Karim. La Zaïm illa Karim. Qassim se fait appeler Zaïm, c'est-à-dire leader, et non pas Raïs, parce qu'il n'est pas le président de la République, il n'est toujours officiellement que Premier ministre. Donc ce sera un Zaïm contre Nasser, qui est toujours lui posé comme le Raïs, le président. Néanmoins, en février 1959, on semble aller vers un apaisement dans les relations entre la RAU et l'Irak. Un remaniement ministériel permet d'entrer de fidèles du président dans le gouvernement, mais aussi de nationalistes modérés plutôt hostiles aux communistes. Nasser envoie d'ailleurs à Haikal informer l'ambassade américaine qu'il suspend sa campagne contre les communistes en raison des attaques des radios occidentales clandestines ou non contre son régime. Mais lui, il ne vise que les communistes irakiens. En tout cas, les responsables américains s'inquiètent toujours du danger communiste en Irak et soupçonnent Nasser de préparer un mouvement contre-révolutionnaire dans ce pays, acceptant le risque de porter tort à ses relations avec l'Union soviétique. À la fin février, les services américains précisent que Nasser organise un soulèvement militaire
en Irak. Et c'est l'affaire de Mossoul. Après la répression qui a frappé Aref et ses partisans, les nationalistes unitaires passent de plus ou moins dans la clandestinité. C'est le cas en particulier du Bas, qui participe plus aux instances du nouveau régime. La principale force du pays reste l'armée et Kassim s'est efforcé d'augmenter considérablement les soldes et multiplier les avantages matériels aux officiers. Un coup d'État ne pouvant venir de la capitale, solidement tenue par Kassim et les communistes, ni du sud, chiite hostile au nationalisme unitaire et où les communistes sont bien implantés. En revanche, le nord, où les populations sont enchevêtrées avec une dominante arabe sunnite et kurde, est plus favorable à ce genre d'entreprise. Le chef de la garnison de Mossoul, le colonel Abdelwahab al-Shawaf, est un nationaliste arabe unitaire. Il s'appuie localement sur la puissante tribu de Shammar, dont le domaine géographique s'étend de la Syrie à l'Arabie saoudite. Dans les bagarres de rue, les unitaires disposent du soutien des autorités contre les communistes. Le coup est préparé en coordination avec l'inévitable Sarraj en Syrie, les services qu'on appelle maintenant Mourabarat syriens ont gardé leur indépendance par rapport aux services égyptiens et Sarraj communique directement avec Nasser. Le but est de renverser Kassim, restaurer le pouvoir des officiers libres, éliminer les communistes et renforcer les relations avec la RAU. Le problème, c'est que le risque de coup d'État est perçu par tous. Au minimum, la CIA en est informée, avec la possibilité même d'une coopération avec la RAU dans cette entreprise. Ça, c'est un problème historique essentiel, alors qu'on a des notions assez détaillées sur les activités de la CIA en Syrie et en Égypte dans les années 50. Il y a un magnifique blackout dans les sources américaines sur les activités de la CIA en Irak à partir de 1958. Alors, il y a des tas de raisons pour ça. Je le dis tout de suite. C'est que pour les Américains, c'est quand même difficile de reconnaître qu'ils ont travaillé main dans la main avec les bassistes durant toute cette période. Et de la même chose, les régimes bassistes ne souhaitaient pas du tout que l'on sache que les bassistes et les nationalistes arabes unitaires ont travaillé avec la CIA contre le régime de Kassim. Donc, toutes les archives américaines sont fermées pratiquement sur le sujet et apparemment, même les historiens progressistes américains qui travaillent sur l'histoire des services de renseignement ne publient quasiment rien sur le sujet alors qu'ils donnent des dossiers complets sur d'autres. Donc, poliment, je dis que les historiens des critiques ne s'intéressent pas à ce sujet. À Bagdad, Kassim a pris des mesures pour contrer le coup d'État. La décision est prise de procéder à un grand rassemblement des partisans de la paix à Mossoul pour le 6 mars 1959. Ils affluent par dizaines de milliers dans la grande ville. Il s'agit surtout d'une mesure de dissuasion, mais les heurts sont violents entre unitaires et communistes. Le 7 mars, Shawash passe à l'action. Il appelle au renversement de Kassim, fait armer une milice nationaliste unitaire largement improvisée, tandis que 3000 chamars, armés par la RAU, entrent dans Mossoul. Mais une partie de la garnison refuse de se mêler de cette affaire d'officiers. Le 9 mars, l'aviation irakienne bombarde des mutins. Les milices communistes et kurdes, donc celles du PDK, affrontent celles des nationalistes unitaires. Shawaf est blessé et tué, puis tué par les loyalistes. C'est rapidement une débandade généralisée, tandis que les troupes nouvelles arrivent de Bagdad. Les officiers rebelles tentent de fuir vers la Syrie, mais la plupart sont arrêtés en route et exécutés. À Mossoul, les milices loyalistes multiplient les exécutions sommaires et les pillages, ce qui pourra qu'alimenter de longues vendettas, en particulier entre nationalistes unitaires, communistes, et entre Arabes et Kurdes, puisque les Kurdes ont joué un grand rôle dans la répression de l'insurrection, enfin du coup d'État
de Mossoul. Le nombre des morts total serait de l'ordre de 2500 à 3000.